Bonsoir et bienvenue sur Vox Live, votre émission de débat où nous décryptons les grands enjeux qui façonnent notre continent. Ce soir, cap sur un pays, le Ghana. Depuis 3 décennies, ce pays d'Afrique de l'Ouest s'impose comme une référence avec des élections régulières et transparentes et une véritable alternance politique entre ces deux grands partis, le NPP, le NDC. Alors, quelles sont les clés de ce succès? Surtout, ce modèle est-il transposable dans d'autres pays africains? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Et pour explorer ces questions, je suis entourée ce soir de Frédéric Tchoungui. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir, Soukaina. Vous êtes analyste politique et vous allez nous aider à comprendre ces transitions démocratiques en Afrique. Jonas Moulenda, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir madame. Vous êtes également journaliste, mais surtout vous êtes président du parti PUR au Gabon pour l'unité et la régénération et vous allez nous partager votre regard sur les défis de l'alternance en Afrique centrale. Et enfin, Cédric Amdieu, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous recevoir sur le plateau. Vous êtes ingénieur financier, fondateur du think tank 50 Afrique et vous allez nous faire un éclairage sur le lien entre gouvernance démocratique et développement économique. Merci pour l'invitation. Mais avant cela, on va revenir en images sur ce pays, le Ghana, marqué par une élection présidentielle qui a donné la victoire à John Mahama, élu à 56% des voix. On regarde le magnéto et on revient juste après. En attendant l'officialisation des résultats de l'élection présidentielle du 7 décembre dernier, l'ancien président John Dramani Mahama est quasi assuré d'un retour à la tête du Ghana. Son principal challenger, Mahamadou Bawumia, ayant officiellement reconnu sa défaite et appelé le peuple ghanéen à soutenir le futur remplaçant de Nana Akufo-Addo. John Dramani Mahama devrait ainsi prendre la tête d'un pays plongé dans un profond marasme économique. La crise des devises se pose toujours avec acuité alors que l'inflation impacte négativement le quotidien de vie des populations. John Dramani Mahama, qui a dirigé le Ghana de 2012 à 2016, revient ainsi sur la scène politique sous la bannière du Parti national démocratique, le NDC. Parmi ses promesses de campagne figure un ambitieux plan d'infrastructure en vue de stimuler la création d'emplois et amorcer une série de réformes économiques pour relancer la compétitivité de l'économie ghanéenne. Il a notamment annoncé l'élimination de taxes jugées injustes et une restructuration de la politique économique du pays. Les élections législatives ont également été remportées par son parti, le NDC, ce qui pourrait faciliter l'adoption de son programme économique. Depuis de nombreuses années, le Ghana fait face à une crise économique caractérisée par une inflation élevée et une dette publique importante. Né le 29 novembre 1958 à Damongo, John Dramani Mahama est un homme politique chevronné. Avant sa présidence, il a occupé des postes clés, notamment vice-président sur la présidence John Atta Mills en 2009. Battu lors de la présidentielle de 2016 par le président Nana Akufo-Addo, il a décidé de reconquérir le pouvoir suprême pour parachever son programme de gouvernance. Son retour au pouvoir suscite de nombreux espoirs auprès de la population ghanéenne. Retour sur le plateau de Vox Live, on l'a évoqué à l'instant. Le président élu, cette fois-ci, c'est John Mahama. Il laisse donc sa place à Nana Akufo-Addo, qui est resté 8 ans au pouvoir, 8 ans marqués, Cédric, par l'une des pires crises économiques. Est-ce qu'on pourrait peut-être faire un petit point sur la situation économique de ce dernier mandat présidentiel? Oui, effectivement, depuis 2002, en fait, le Ghana subit une grave crise économique. Le taux d'endettement en 2022 était d'environ 90%, aujourd'hui c'est 70%. Et aussi l'inflation est à 20%, donc c'est pour dire qu'en fait, le Ghana est dans une situation économique tellement grave qu'elle a dû en fait demander de l'aide au FMI de 3 milliards de dollars pour défaut de paiement. Après, ça a engendré en fait une diminution en fait de la valeur des obligations ghanéennes et surtout en fait une dévaluation du cedi. En 2022, 1 dollar c'était 7 cedi, aujourd'hui c'est 1 dollar c'est 40 cedi. Donc pour vous dire que le Ghana vit une situation économique très importante, ce qui pourrait expliquer une partie en fait justement des résultats des élections qu'on pourra aborder plus tard. Et effectivement, on va le détailler en cours d'émission. Frédéric, déjà, quelle lecture vous faites de cette élection? On l'a dit quand même, le Ghana s'impose comme un modèle, comme un peu le bon élève en termes d'alternance politique et démocratique. Quelle lecture vous faites de cette élection? Tout à fait. Alors, je pense qu'il faut d'abord, dans un premier temps, contextualiser. Il
faut savoir que avant d'avoir été colonisé, le Ghana était déjà une région importante, dans le sens important, c'est-à-dire que c'était déjà les Ashanti, entre guillemets, c'était le nom du peuple, qui étaient des grands commerçants et qui avaient déjà une structure politique très très marquée. C'est-à-dire qu'ils avaient vraiment un roulement politique, même si c'était centralisé. Après, ils ont eu donc cette phase de colonisation qui a démarré en 1867 avec l'arrivée des Britanniques. Et au sortir de cette colonisation, donc aux indépendances, le Ghana a connu, via Kwame Nkrumah, qui a été l'un des pères fondateurs du panafricanisme et aussi surtout de l'OUA, qui est aujourd'hui l'Union africaine. Donc on voit que le Ghana a toujours joué un rôle prépondérant au niveau de la structuration même et aussi de la vision du continent africain et du panafricanisme. Maintenant, pour revenir à l'ère plus moderne, à partir de 1981, le Ghana commence à mettre en place des élections qui sont démocratiques et qui commencent à fonctionner. Vous connaissez J.R. Rowling, qui en réalité est le père fondateur de la démocratie ghanéenne, même si, bien entendu, il est arrivé par un coup d'État, mais on se rend compte qu'un coup d'État peut accoucher d'une démocratie, ce qui est très intéressant. Et on parle d'ailleurs de l'un des modèles de coup d'État réussi. Exactement. Et ensuite, de là, il y a eu deux partis qui étaient les deux partis prépondérants, qui ont commencé à jouer aux chaises musicales. Et la force du Ghana, si je peux dire, c'est le comité d'élection qui est indépendant, donc la CEI on peut la qualifier comme ça, qui fonctionne et qui est impartial. Et donc on se réjouit de voir que malgré la crise économique que vous avez évoquée, il y a au Ghana une continuité des instances politiques et on l'espère, cette victoire pourra accoucher d'un nouveau souffle, un nouvel élan économique. Jonas Molenda, à quoi on peut s'attendre avec ce nouveau président, John Mahama? On l'a évoqué à l'instant. Depuis 1990, c'est des alternances pacifiques qui se font. Là, une fois de plus, ça a été prouvé. À quoi on peut s'attendre avec ce nouveau président? Il va d'abord essayer de redresser la situation économique du pays. Il va combattre la corruption. D'ailleurs, il l'a annoncé tout au long de la campagne électorale. Et je crois que son premier passage, il avait envoyé quand même des signaux forts. Et je ne doute pas sur l'instant qu'il ne sera pas à la hauteur de cette tâche. Il le fera. Maintenant, la victoire vient confirmer le statut de laboratoire démocratique en Afrique. On a deux pays qui font honneur. On a donc le Ghana, on a le Sénégal également. Bon, le Bénin, c'est vrai que ces derniers temps, ça me fait peur un peu. Je constate un peu de dérapage. Mais en ce qui concerne le Ghana, c'est un laboratoire démocratique en Afrique, et c'est une fierté. C'est aussi un message qui est envoyé aux autres pays africains, parce que ce qui est possible ailleurs sur d'autres cieux, l'est possible sur un autre ciel. C'est ce qu'il faut retenir. Et c'est une question de volonté aussi. Bon, moi je crois que les Ghanéens ont compris quelque chose. Ils n'ont pas voulu faire ces mythes du pouvoir qu'on a en Afrique, où on n'a pas envie de partir. Vous savez que sur 200 chefs d'État qui ont quitté le pouvoir depuis 1960, il y a seulement une vingtaine qui sont partis volontairement. Or, au Ghana, on a cette culture de céder le pouvoir dans l'élégance à celui qui a gagné l'élection et de le féliciter. Vous avez vu ce qui s'est passé? Le président a félicité, le président sortant a félicité le gagnant, avant même la publication des résultats. Donc ça, c'est un modèle à suivre en Afrique. Je voudrais qu'on réagisse sur ce terme que vous avez employé, celui de laboratoire démocratique, et qu'on essaye de décortiquer ensemble justement ce modèle ghanéen. Vous avez évoqué à l'instant, Frédéric, tout l'historique de ce pays. Est-ce que le modèle, on peut parler véritablement d'un modèle ghanéen, ou est-ce qu'il y a des spécificités qui rendent ce modèle unique? Alors moi, je pense d'abord que le fait que les Ghanéens ont été colonisés par les Britanniques est déjà une différenciation. Il y a déjà une différenciation par rapport à ce que nous on a en Afrique francophone. On se rend compte que les démocraties francophones ont beaucoup plus de mal à mettre en place une alternance sur le long terme que les démocraties anglophones. Lorsque je parle de démocratie anglophone, je parle bien sûr d'Afrique anglophone. Donc déjà à ce niveau-là, on voit déjà qu'il y a une différence. Donc c'est très important de le marquer et je pense que c'est ça qui va nous aider ensuite à comprendre la suite. La suite est laquelle? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Ghana est dans une situation avec beaucoup de pays de la sous-région qui parlent anglophone, qui sont plutôt dans une vision d'alternance politique.
Pourquoi? Parce que l'alternance politique, il faut le rappeler, je crois qu'en Afrique anglophone, le dernier coup d'État date de 2013 au Nigeria. Tandis qu'en Afrique francophone, on prend le cas du Burkina Faso, on prend le cas du Mali, on prend le cas du Niger, on prend le cas de différents pays de la sous-région, du Gabon aussi, bien entendu. On se rend compte qu'il y a une instabilité politique. Donc je pense que c'est déjà peut-être au niveau de ces attributs-là, comment la politique a été pensée avec le pays colonisateur et au sortir de cela, la structure politique qui en découle, qui est parfois plus stable chez les pays anglophones. Je dirais que moi, en plus de cela, parce que la culture anglo-saxonne est beaucoup plus ouverte, donc du coup, le fait que ça a été colonisé par les Britanniques, ça a joué. Mais il faut non pas oublier aussi l'indépendance et la puissance des institutions anglophones, parce que typiquement, on a parlé de la commission électorale, de l'Assemblée et autres. Dans les pays anglophones, on prend le cas, par exemple, récemment de la Zambie, où on a eu l'élection de la première femme zambienne, ou encore dans d'autres pays anglophones. La démocratie et la tendance pacifique semblent marcher parce que on a des institutions qui sont fortes, mais aussi le mindset des politiciens qui sont, entre guillemets, bons joueurs. Tout à l'heure, on a parlé du vice-président du Ghana, qui était du parti au pouvoir, qui a perdu, sachant que quelques jours avant la proclamation officielle, il avait cumulé les résultats, il avait prononcé officiellement qu'il était perdant. Donc du coup, il y a le mindset anglo-saxon qui compte, dans le sens où ce sont de bons joueurs et voilà, la puissance des institutions et aussi le mindset anglo-saxon en fait. Vous parlez de ces institutions, donc le Parlement, la justice, la commission électorale. Jonas, comment justement, quel rôle ont joué ces institutions pour garantir justement la légitimité des alternances? Mais il y a d'abord un rôle de transparence. Parce que les règles Ce qui manque dans les autres pays ouest-africains, marqués par des coups d'État qu'on a évoqués à l'instant? Oui, bon, déjà, le Ghana, prenons le cas du Ghana, parce que c'est le thème de ce soir. Le Ghana, déjà, les règles sont acceptées par tous, acceptables et acceptées par tous. C'est d'abord ça. Et ce n'est pas fait dans le dessein de favoriser un groupe ethnique. Au Ghana, tout le monde est sur le même pied d'égalité. On ne cherche pas à favoriser tel candidat de telle région. Et même au niveau de recrutement à la fonction publique, on ne retrouve pas le népotisme qu'on voit dans d'autres pays. Okay? Donc ça, c'est déjà quelque chose. Maintenant, la commission électorale, naturellement, il y a des règles qui ont été mises en place pour que chacun accepte le verdict. Et tout est transparent. Il n'y a pas l'opacité, il n'y a pas le transport des urnes à travers les véhicules d'un responsable du parti qui organise l'élection, le parti au pouvoir. Donc, les choses sont faites de manière transparente pour amener les gens à comprendre et accepter leur défaite. Et puis aussi, il y a une autre valeur, c'est la valeur morale, l'honnêteté. Reconnaître que j'ai été battu, je dois partir. C'est une tradition en fait. Tout ça doit être cultivé. C'est une culture au niveau du Ghana, comme dans bien nombre des pays anglo-saxons, d'ailleurs il l'a dit tout à l'heure. Vous avez vu que la première dame en Afrique à être présidente. Zambie? Non. On a eu au Libéria. Oui, Libéria. Tanzanie également. Hélène Sirleaf. Donc vous voyez, donc c'est une culture. Maintenant, nous qui avons été des pays qui ont été colonisés par la France, quand je parle d'Afrique centrale, c'est l'entre des dictateurs qui restent. Les gens ne veulent pas partir. Quand vous voyez les présidents en fonction, les plus vieux au pouvoir, c'est l'Afrique centrale. On n'a pas la même culture. Et quand vous prenez l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas la même culture non plus. Voyez le Sénégal, par exemple. Le Sénégal qui connaît le multipartisme depuis les années 60, donc bien avant l'indépendance, le Sénégal, vous ne pouvez pas comparer la culture politique au Sénégal. C'est-à-dire que même celui qui n'est pas lettré connaît son devoir civique. Et tout de suite, il sait ce qu'il doit faire. Or, il y a des choses qui sont cautionnées ailleurs, même en termes de dérive électorale, mais au niveau du Sénégal, on a une autre culture. C'est comme au Mali. Donc c'est une affaire, non seulement au niveau de la transparence, les institutions jouent un rôle, mais il y a aussi des valeurs morales qui sont là, et il y a cette éthique qui est acceptée par tous. Alors, je pense aussi que c'est comment le pouvoir est consenti et comment il est conçu dans nos démocraties à nous, dans les démocraties francophones. Et surtout d'Afrique centrale. C'est-à-dire qu'en général, le pouvoir est lié avec l'enrichissement.
Tandis que dans les économies anglo-saxonnes, il y a d'autres leviers d'enrichissement qui ne sont pas que liés au pouvoir politique, qui peuvent aussi être l'entrepreneuriat, qui peuvent aussi être l'engagement, même dans l'engagement civique. Il y a des personnes qui deviennent des références. Tandis que chez nous, en Afrique centrale, on a l'impression que le pouvoir et l'argent sont liés, intimement liés, et l'autorité sont intimement liés. Donc c'est peut-être à ce niveau-là qu'il faudrait faire un travail de diversification de nos économies, de repenser notre modèle social en profondeur en Afrique francophone pour qu'on puisse arriver à des démocraties comme au Ghana qui permettent à ce que lorsqu'un président va partir, il ne part pas comme un rien du tout. Je paraphrase, je caricature. Mais qu'il soit dans une démarche où, même s'il part, il continue ses activités parce qu'il a la possibilité de... Voilà, il avait déjà un métier avant. Son métier n'est pas politicien. Son métier était peut-être président ou responsable d'une entreprise et il continue ses activités-là. C'est-à-dire que chez nous, en Afrique centrale, on voit que c'est parfois cloisonné. Parfois, c'est le politique qui donne la possibilité aux entrepreneurs de s'enrichir et ou par le biais des marchés publics, par exemple. Et donc, il faudrait qu'on essaie de sortir de ce narratif-là en Afrique centrale, avoir une autre vision de l'enrichissement, une autre vision du développement qui ne tourne pas autour du politique. Je partage un peu son analyse. Je vais généraliser dans le sens où, pour moi, c'est encore une question de mindset. Si on regarde, en fait, la plupart des pays qui ont été colonisés par l'Angleterre, pas que africains, par exemple, l'Inde, par exemple, c'est des pays qui sont très en avance. Ils ne sont pas même les pays les plus avancés au monde. Tout ça parce qu'en fait, le mindset est très important. Ça joue par exemple sur le fait d'être un bon politicien, sur le bon fair play qu'on perd. Ça joue sur le fait d'être un bon entrepreneur parce que les anglo-saxons ont une culture entrepreneuriale d'enrichissement propre en fait au business. Alors que le mindset francophone de l'Afrique francophone est différent dans le sens où on n'a pas cette culture de la gagne comme les anglo-saxons, cette culture de l'honneur, cette culture de l'intégrité surtout. Par rapport à nos amis anglo-saxons qui font qu'en règle générale, s'il y avait un mindset différent, il y aurait eu un leadership beaucoup plus serviteur pour le peuple. On évoquait tout à l'heure justement l'opposition qui a reconnu sa défaite. Je réagis, je m'adresse à vous, Cédric Amdieu. Oui. Comment est-ce que justement l'opposition politique ghanéenne elle a contribué à cette stabilité démocratique? On se rend compte que, comme vous disiez, il y a un fair play au niveau de l'opposition. Oui. Quel rôle? À cette élection-ci. De façon générale, on essaye de décrypter vraiment le modèle ghanéen. Alors, je pense que l'opposition, en fait, de toute façon, depuis 1992, il n'y a que deux partis politiques qui s'alternent, en fait, le NPP et le Congrès démocratique. Et généralement, en fait, c'est entre ces deux camps politiques qu'il y a le président sortant. Malgré tout, dans cette élection, il y a eu 13 candidats, ce qui fait que, en règle générale, le jeu est un peu ouvert. Le jeu est vraiment ouvert au Ghana. Et donc, l'opposition est toujours dans son rôle. Par exemple, aujourd'hui, quand on parle de stabilité politique, l'opposition est dans son rôle de combattre dans son rôle politique, parce qu'aujourd'hui, ils ont misé sur quoi? Sur l'économie. Ils ont dit que, oui, typiquement, voilà, on a récession, le CEDI est en dévaluation, la population souffre énormément parce que l'inflation est de 20%, il était de 70% il y a 2 ans. Donc, il y a eu vraiment, dans le slogan, en fait, du président actuel, en fait, une espèce de mise en lumière, en fait, des défauts de différence, des défauts de décision économique de la part du parti au pouvoir. Je pense que l'opposition aujourd'hui a plus aussi le champ libre parce qu'il y a en fait des droits, les droits d'expression qui sont acceptés au Ghana. Et en général, le contexte veut que au Ghana, en fait, il y a un jeu politique. Jonas? Oui, c'est lié aussi à l'histoire, hein, parce que le Ghana, c'est d'abord le monopartisme qui commence. Vous avez 14 ans pratiquement. Et puis le régime militaire de Jerry Rawlings et les autres, qui va durer 23 ans, plus 23 ans de multipartisme. Donc les Ghanéens ont pu apprécier un peu à chaque niveau. C'est vrai que ça n'a pas été rose, il y a aussi des sacrifices qui ont été consentis. Parce qu'aujourd'hui, on voit le Ghana on ne voit pas. C'est comme quand on parle de la Suisse aujourd'hui. On dit la Suisse, tout va bien. Mais les gens oublient qu'en Suisse, il y a eu même une guerre civile. Ça, on ne vous dira pas. On ne vous dira pas. Mais il faut consulter l'histoire.
Donc, ils ont appris des écueils de l'histoire. Et ils ont compris que ça ne sert à rien. Il faut mettre des règles claires, acceptables par tous. Et les gens font preuve de bonne moralité, de bonne foi surtout. Parce que c'est une affaire aussi au niveau de l'Afrique. L'Afrique centrale, parce que je suis originaire de l'Afrique centrale, je connais un peu la région, c'est aussi une affaire de moralité. On a de mauvais politiciens en Afrique centrale surtout. Des gens qui n'acceptent pas et qui prennent le pouvoir comme un instrument de domination et qui se disent qu'une fois que nous ne sommes plus là, on risque de subir des représailles, ils ne veulent pas partir. Parce que c'est ça le grand problème. On commet des sacrifices pendant le magistère et après, on a du mal à partir. Or, en Afrique anglophone, ce n'est pas vraiment ça. On vient, on fait certaines choses, et puis on sait qu'on est limité dans le temps. Si c'est 4 ans, c'est 4 ans, on doit partir. Si on n'est pas, le mandat n'est pas renouvelé, c'est le peuple qui décide. Parce que la démocratie ici, telle qu'elle est conçue, elle a une géométrie variable lorsqu'il s'agit des pays de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest. Et même quand on prend notre ancienne puissance coloniale, la France, on en parlera tout à l'heure, lorsqu'on va évoquer l'aspect sur la démilitarisation de certains pays, on verra clairement que les valeurs que la France défend ici ne les applique pas sur le continent africain. C'est-à-dire que la démocratie est précieuse en France et n'est pas précieuse en Afrique. Bon, maintenant, il faut que ces puissances-là, ce qui concerne par exemple l'Angleterre, le Royaume-Uni a eu des valeurs qu'elle a édictées dès le départ et qu'on essaie de respecter. Même si, moi, personnellement, j'en veux un peu au Royaume-Uni pour avoir laissé prospérer le régime de l'apartheid qu'on aurait dû écourter. Okay? Mais il y a une autre culture, et c'est cette culture-là qu'il faut amener en Afrique francophone pour que les gens comprennent que ce qui se passe au Ghana est possible. Mais tout est une question de cheminement, par où on est passé, parce qu'on apprend beaucoup de nos erreurs, on apprend beaucoup des écueils, et les Ghanéens ont compris la nécessité de pouvoir faire les choses simplement et de ne pas faire du pouvoir un objet de persécution et d'écrasement du peuple. Alors il faut comprendre la manière dont les Français, le rapport qu'ils ont eu avec nous, et le différencier du rapport que les Anglais ont eu avec leur colonie. Quand vous dites nous, on explique pour les nous, spectateurs. Oui, bien sûr, nous, d'Afrique francophone centrale, parce que moi je suis issu du Cameroun. Alors il faut comprendre que les Anglais sont dans le Commonwealth, c'est-à-dire que c'est plus une mise en commun, et aussi le fait de laisser ces colonies s'autodéterminer. C'est-à-dire avoir leur propre politique, avoir leur propre vision. On maintient des rapports économiques importants ensemble, mais au niveau politique, on ne fait pas d'ingérence. Tandis que nous, en Afrique centrale, ce qui s'est passé, pour aller un peu dans votre sens, c'est que la France a maintenu la mainmise et a décidé, en réalité, de savoir quels sont les politiciens qui vont venir en exercice. Donc, le fait d'avoir déjà, à ce niveau-là, l'influence de la France qui nous maintient sous domination était le premier problème. Le second problème que nous avons en Afrique centrale, c'est la valeur dominante. Quelle est la valeur dominante aujourd'hui de l'Afrique centrale? C'est le matérialisme. Le matérialisme a réussi dans la sous-région au niveau anglophone à s'exercer par la domination économique, c'est-à-dire j'entreprends, je deviens. Tandis que chez nous en Afrique centrale, c'est je deviens politicien et je deviens riche. Et donc, de ce fait-là, nous sommes donc maintenus par le fait que le politique qui est l'autorité décide en réalité de comment la vie va se passer. Et vous avez évoqué un point qui était intéressant, c'est-à-dire que lorsque vous sortez, lorsqu'on n'est plus en exercice, on a peur des représailles. On a surtout peur de la pauvreté aussi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'on perd ces attributs-là, vous voyez dans les villages africains, il faut parler clairement. C'est-à-dire lorsque dans un clan, il y a quelqu'un qui est nommé politiquement, toutes les forces convergent vers lui, tout le village converge vers lui. Mais dès qu'il perd cela, ça converge vers l'autre personne. Donc en fait, il faut repenser ces modèles-là, ces modèles structurels, culturels même, qui font l'Afrique centrale, essayer de diversifier la possibilité de faire de l'argent, parce que c'est de ça qu'il s'agit en réalité. C'est la prospérité économique qui va nous permettre d'avoir une prospérité politique. Si on arrive à faire en sorte de créer une classe moyenne qui est capable d'entreprendre et de s'enrichir, vous verrez que le politicien, au fur et à mesure, va perdre de l'influence.
Mais déjà, il faut reconnaître que Jonas. même en termes Jonas des avantages, ce n'est pas la même chose en Afrique de l'Ouest. Si vous comparez les salaires des présidents en Afrique anglophone, ce n'est pas le même salaire qu'en Afrique francophone. Donc vous voyez, et vous comprenez pourquoi ils sont trop attachés à ces fonctions, aux prébendes, au point qu'on devient inamovible, on n'a pas envie de partir. C'est ce qu'il faut, je suis d'accord avec lui, c'est ce qu'il faut repenser, et tout ça c'est une affaire de mentalité. Il faut qu'on revoie la mentalité. C'est très important. C'est toi qui aimes Dieu. En fait, ils ont tout dit. C'est-à-dire qu'au niveau de l'Afrique anglophone, la gouvernance est beaucoup plus, on va dire, appropriée, beaucoup plus meilleure, dans le sens où les présidents, ils sont mieux traités. Enfin, pas que les présidents, mais en général, les personnes de l'administration sont mieux traitées du point de vue salarial. Donc, ils ont de meilleures rétributions financières. Donc, ils sont beaucoup plus motivés. Et surtout, le plus important, ils sont moins enclins à être... on va dire, pas victime de la corruption, mais être tenté par la corruption, parce que qui paye bien évite la corruption. Premier point. Le deuxième point, c'est que quand on observe la plupart des pays, que ce soit le Ghana, le Kenya et la Zambie et autres, peut-être pas le Rwanda, parce qu'on a le président Paul Kagame qui est là depuis très longtemps, la plupart, en fait, ils ont un jeu politique beaucoup plus ouvert, parce que on les a laissé le champ, on les a donné, en fait, l'ancienne colonie nous a donné la possibilité de le faire. C'est-à-dire que on dit, on vous laisse vos pays, gérez-vous comme vous voulez, choisissez les présidents que vous voulez, mettez les systèmes démocratiques que vous voulez, que ce soit multipartisme ou autre, mais on vous gère. Donc il n'y a pas eu d'ingérence de la part, en fait, des anciennes colonies, comme on l'a dit précédemment. Et le plus important, pour moi, je reviens encore sur le plus important, la grosse différence entre les pays francophones et anglophones, pour moi, c'est la mentalité, c'est le mindset, sur tous les plans, politiques, entrepreneurial, économique et social. C'est juste la mentalité, en fait, des populations et des leaders. Justement, on va essayer de débattre en deuxième partie. On va s'appuyer sur le cas du Ghana pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ailleurs ça ne fonctionne pas. On a déjà amorcé ce décryptage-là. On vient dans un instant, on prend une courte pause sur Vox Live et on revient de suite. Merci d'être avec nous sur Vox Live. Le débat se poursuit et on énonçait à l'instant justement les critères les critères qui nous permettent de montrer pourquoi ça fonctionne au Ghana et pas forcément ailleurs. Frédéric Tchoungui, on évoquait le cas de l'Afrique centrale qui est malgré tout un exemple en cas de pour la longévité des présidents. Justement, ce phénomène de longévité et les modifications constitutionnelles pour prolonger les mandats, est-ce que c'est des obstacles à l'alternance en Afrique ? Mais bien sûr que ce sont des obstacles. Le fait d'être un président des assises et de manipuler le comité électoral qui est censé être indépendant, ou de manipuler, changer la constitution en cours de route, comme c'est en train de se faire dans certains pays à l'heure où nous parlons, où il y a des chefs d'État qui se positionnent pour modifier la constitution. Bien sûr que ça nous maintient toujours dans une forme d'instabilité politique, mais surtout, vous savez, lorsque une personne s'attarde au pouvoir, ce n'est jamais une bonne chose. C'est pour ça que l'alternance est très importante. Pourquoi ? Parce que l'alternance permet une nouvelle vision, permet un nouveau programme, permet de pouvoir mieux analyser comment le pays fonctionne et essayer d'y apporter une nouvelle vision. Donc c'est important que nos chefs d'État comprennent que s'attarder au pouvoir ne permet pas le développement sur le long terme. Bon, on a pris par exemple le cas du Rwanda tout à l'heure, qui est un cas à part. Moi, je le mettrais un cas à part parce qu'on voit qu'il y a des avancées claires au niveau du pays. Et bon, l'alternance politique, si jamais on est dans un narratif où le président permet le développement économique, comme c'est le cas au Rwanda, honnêtement, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que bon, on peut lui laisser les rênes, mais dans le cas où on est dans le cas des pays d'Afrique centrale, on se rend compte qu'il faut mettre en place une alternance politique. Lorsqu'on fait l'état des lieux des présidents en exercice en Afrique centrale, on se rend compte que soit ils sont arrivés par les urnes, par la force, soit ils sont là depuis tellement longtemps qu'on ne sait même plus trop comment ils sont arrivés. Donc, c'est important qu'il y ait cette alternance politique pour permettre le développement économique. Oui. Cédric Mdieu. Pour compléter son analyse, ces 2 points pour moi. Le premier point, c'est que nos leaders doivent avoir ce qu'on appelle un leadership serviteur. C'est-à-dire qu'ils doivent être au service du peuple. En étant au service du peuple, en fait, à un général, qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on lutte contre la malgouvernance, contre la corruption.
on permet la croissance économique de nos pays et surtout aussi on établit les règles du jeu, c'est-à-dire qu'on évite par exemple certaines stratégies politiques, par exemple de maintien au pouvoir. Et sincèrement, en faisant ce type de démarche, on part avec l'esprit beaucoup plus tranquille et autre. Le deuxième point, c'est que dans la plupart des pays de l'Afrique francophone, sauf aujourd'hui au Sénégal avec le PASTEF, il faut un renouvellement de la classe politique. Il faut sensibiliser la population et les jeunes sur la politique. C'est-à-dire que les jeunes apportent aussi une vision que nos aînés n'ont pas. C'est-à-dire que des compétences prises à l'extérieur, une vision de l'innovation, que ce soit technologique, économique et autres, mais aussi beaucoup d'énergie. Un jeune a beaucoup plus d'énergie pour pouvoir transformer son pays. Et je pense que en règle générale, si on a ces deux éléments, je pense que ça peut être ces deux éléments, ça peut être bien pour la politique dans nos pays. Jonas Molenda, calqué tel quel le modèle ghanéen dans ces pays d'Afrique centrale, ces pays d'Afrique de l'Ouest, est-ce que c'est illusoire ? Oui, à l'état actuel des choses, c'est encore illusoire. Moi, je crois qu'en Afrique anglophone, on a compris quelque chose. On ne voit pas la démocratie seulement sous le prisme de l'alternance. C'est tout un corpus. Or, nous, en Afrique centrale, si on dit la démocratie, parce qu'il y a une élection, quelqu'un est parti, il a accepté de partir, et puis c'est tout. C'est pas seulement ça. C'est tout un corpus. L'Afrique centrale, je vais le répéter encore, il y a cette appétence pour le pouvoir. Il faut d'abord éduquer les gens, en commençant par la nouvelle génération, parce qu'on sait que la génération des dinosaures qui est là va bientôt disparaître. Mais il faut que les jeunes qui viennent acceptent déjà de mettre les pays aux standards internationaux. On dit un mandat, c'est 5 ans. Quel rôle ces jeunes ont à jouer ? Mais les jeunes, c'est le terreau de la contestation. Ok ? Ce sont les jeunes qui doivent revendiquer. Or, malheureusement, qu'est-ce qu'on constate même avec la jeunesse qui sort des grandes écoles en Europe, quand elle rentre, elle se fait corrompre. Je prends le cas de mon pays, le Gabon. Est-ce que vous imaginez le nombre de cadres bien formés que nous avons dans ces pays et qui n'arrivent pas à comprendre qu'on appelle président de la République quelqu'un qui a été élu au suffrage universel. Ça, on comprend. On appelle un président de transition, on l'appelle président de la République. Donc, les juristes qui... Donc, vous comprenez. Pourquoi ? Pour faire plaisir. Donc, il faut qu'à un moment donné, les gens comprennent que on doit s'arrimer aux standards internationaux. Une élection, on dit un pays, le Gabon par exemple, nous étions passés, sur Ali Bongo, nous étions passés, lors de la dernière révision constitutionnelle, l'élection de 7 à 5 ans, renouvelable une seule fois. Monsieur Oligui arrive, il ramène ça à 7 ans. Donc, est-ce que c'est l'appétence du pouvoir? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Les États-Unis, c'est 4 ans par exemple. C'est 4 ans, renouvelable une seule fois. Mais 7 ans, c'est presque le mandat aux États-Unis. Mais ça, c'est le propre de l'Africain. Parce qu'il veut rester le maximum de temps, profiter le maximum. Mais et ça, c'est dans la mentalité. Il faut qu'on arrive à comprendre que, franchement, on n'a même pas besoin de rester longtemps, de s'éterniser. Parce qu'il faut une rotation des compétences à la tête du pays. Et ça suscite de l'émulation. Chacun vient. C'est comme si moi, je plante un arbre. Cédric arrive, il plante un arbre. Et puis, il y a une concurrence. Or, si c'est la même personne qui est là, il y a l'usure de pouvoir. Moi, dans le cadre de mes fonctions, je suis allé interroger certains présidents. Mais vous sentiez l'usure. Donc, ça, c'est l'Afrique centrale. Il faut qu'on combatte ça. Mais il faut une jeunesse qui soit motivée, une jeunesse qui soit très patriote. Je retourne la question. On parle d'Afrique centrale parce que c'est vrai qu'il y a des exemples de longévité. Ça a été le cas aussi en Afrique de l'Ouest. Je vais vous laisser réagir. Oui, moi, en fait, j'ajouterais son analyse sur le... Je vais être un peu hors sujet. C'est vrai que c'est un peu illusoire, en fait, de penser qu'on va reproduire ce qui se passe spécialement, enfin, en règle générale des pays anglo-saxons et spécialement au Ghana, politiquement dans nos pays. Mais pour moi, l'exemple qui peut se reproduire, c'est celui du Sénégal dans les pays francophones. Encore plus que parce que c'est les jeunes qui sont au pouvoir. Son équivalence alors, ils arrivent au même résultat. C'est vrai que la mentalité au début n'était pas la même, mais ils arrivent au même résultat. C'est-à-dire qu'il y a eu une alternance politique, encore plus qu'actuellement, le gouvernement en place et le parti en place, le PASTEF, est constitué en grande majorité de jeunes qui... au début, dans les années 2010, c'était en fait des jeunes
dont les fondamentaux, c'était l'intégrité. On le voit avec le président sénégalais et le Premier ministre Sonko. Ils ont, en tout cas pour l'instant, sur les actes et sur les paroles, il y a vraiment des actes de souveraineté économique et politique que le Sénégal est en train de mettre en place. Et je pense que je pense que tous les pays de l'Afrique francophone doivent vraiment calquer le modèle qui marche actuellement, c'est celui du Sénégal en règle générale. Frédéric Tchoungui. Alors, l'Afrique centrale a plusieurs problèmes au niveau politique. Le premier problème, c'est d'abord, lorsqu'un président est élu, ou bien lorsqu'il vient au pouvoir, peu importe, on a l'impression qu'il n'est plus du peuple, qu'il n'est plus issu du peuple. Même si c'est le peuple qui l'a voté, on a l'impression qu'il devient au-dessus des institutions. C'est-à-dire qu'il n'est plus contrôlé par les trois pouvoirs, c'est-à-dire le judiciaire, l'exécutif et le législatif. Il est un peu comme une personne, une entité. Il devient une entité, il devient au-dessus de tout. Tandis qu'il faut rappeler qu'en réalité, le président est là pour servir le peuple. Et ça, j'ai l'impression qu'on l'oublie en Afrique centrale. Deuxième chose, c'est le travail des jeunes qui doivent être fait au niveau des jeunes, au niveau de l'éducation. Pour que les jeunes puissent s'approprier réellement la vie politique, il faut qu'ils aient des études politiques. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut que l'éducation nationale mette en place un éveil politique. Un éveil politique, mais surtout des cours civiques en réalité. Rien que civique, déjà s'engager dans sa communauté, au niveau associatif, développer ce volet-là. Parce que dès la plus jeune enfance. Politique associative, même rien que de l'activisme. Pourquoi? Parce que ça va permettre de faire naître des idées. Vous savez, lorsque vous vous regroupez, vous échangez, vous créez des idées autour d'un projet de société, un projet social, peu importe. Mais il faudrait qu'on développe ça chez nous. Et que les jeunes trouvent plus d'appétence en cela que dans le fait d'admirer les personnes qui nous dirigent. Parce qu'aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire qu'il y a une certaine admiration des personnes qui nous dirigent, qui n'ont de compte à rendre à personne. On nous dit aussi que les démocraties d'Afrique centrale sont jeunes. Effectivement, c'est depuis les années 60 qu'il y a eu l'indépendance. On est aujourd'hui en 2024. Ça fait à peu près 65 ans, 75 ans bientôt. Donc, on est aussi dans cette logique-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas réellement eu de démocratie chez nous parce qu'on a eu la mainmise. C'est pour ça que ça prend plus de temps aussi. C'est-à-dire qu'on est en train de sortir des modèles qui nous ont été imposés et qui, en réalité, nous ont été imposés à la fin de la colonisation jusqu'aux indépendances et qui a perduré en réalité. C'est pour ça que la dernière fois, j'ai parlé de deuxième décolonisation dans laquelle nous sommes aujourd'hui dans un deuxième processus où vous avez parlé tout à l'heure de nos caciques, nos aînés qui sont en train de partir parce que ces aînés-là ont en réalité été des faire-valoir de l'ancienne colonie qui avaient des rapports plus ou moins forts avec eux, qui les nommaient. Donc là, aujourd'hui, on arrive dans ce nouvel narratif. Et pour faire le parallèle avec le Ghana, parce que c'est le sujet, bien entendu, nous avons besoin de passer par certaines étapes. Vous avez évoqué tout à l'heure des différentes étapes par lesquelles ils sont passés. Nous, on est encore à la première étape. Ce n'est pas pour encenser nos politiques et dire qu'ils n'avaient pas d'autre choix. En réalité, ce que je souhaite dire, c'est que nous sommes dans un processus plus long, plus difficile, parce que la mainmise du colonisateur est toujours sur nous d'une certaine manière. Donc, il faudra que, là, avec la nouvelle génération, comme vous avez fait tout à l'heure le parallèle avec le Sénégal, qui est une nouvelle génération, la nouvelle génération se devra de nous donner une nouvelle vision, un nouveau modèle. Mais malheureusement, comme vous l'avez peut-être évoqué, avec les jeunes cadres gabonais qui rentrent, qui parfois font le jeu des politiques, je pense que ça changera. Parce qu'on se rend compte que les jeunes aujourd'hui ont une nouvelle vision et ils ont un rapport à l'information qui est excellent. Ils savent ce qui s'est passé avant et aujourd'hui, on n'a pas envie de reproduire cela. Jonas, je vais appuyer sur la chanterelle. Vous voyez Disons les choses. Il faut nommer les choses clairement. On a tendance à l'oublier. On est en France, on prend le risque de se faire assassiner sur le lit. Mais le grand responsable de tout ça, c'est la France. Pourquoi? On parle beaucoup depuis le début, justement, des relations de l'héritage ou plutôt du Parce que je vous prends l'exemple du Tchad, par exemple. Je prends l'exemple du Tchad. On vous écoute. Idriss Déby meurt, semble-t-il, au front. C'est qui est vérifiable, qui est encore à vérifier. Et puis son grand-fils, alors que la Constitution est claire, la Constitution prévoit que ce soit le président de l'Assemblée nationale qui assure la transition. Son fils s'autoproclame par tous les mécanismes, les menaces et tout. Et puis, le président Macron qui va et qui déclare que la France, son rôle, c'est de protéger la démocratie en Afrique et ailleurs. Mais il va investir un putschiste.
Est-ce que c'est ça la démocratie? Vous avez M. Oligui Nguema, qui est un putschiste, même si on nous a parlé de coup de libération. Il arrive en France, tapis rouge. C'est ça la démocratie? Non. Donc la France est responsable. Et c'est ce qui développe ces sentiments anti-français. Ce qui est dommage. Parce que nous sommes plus habitués à la France. C'est notre ancienne puissance coloniale. On a beaucoup de liens séculaires avec la France. On se sent mieux ici. Ce n'est pas la Russie ou bien d'autres pays. Mais le comportement aussi des dirigeants français... L'histoire coloniale est réglée dans les pays anglophones? C'est pas réglé. En tout cas, jusque-là, la France considère toujours les pays africains là comme des départements d'outre-mer. Rien n'a changé, pratiquement. Parce que si vous pouvez gagner une élection, si vous n'avez pas le blanc-seing de la France, vous n'allez pas prendre le pouvoir. On l'a vu avec Jean Ping. Jean Ping, en 2016, a battu à plate couture Ali Bongo. Déjà, Ali Bongo lui-même, ce n'était pas le candidat qui avait gagné l'élection en 2009. J'étais là parce que moi, j'étais dans les états-majors. Mais la France de Nicolas Sarkozy a décidé que ce soit Ali Bongo, en reconnaissance des services qu'Omar Bongo a rendu à la France. Donc vous voyez que l'alternance aussi est bloquée parce que la France continue à avoir cette même paternalisme et refuser même qu'il y ait l'accès au pouvoir des personnes qui ne présentent pas des garanties de loyalisme. Donc ça aussi c'est un problème. Moi je suis pas d'accord. La mainmise de la France était à... Je pense que la France se divise parce qu'on est divisable. Je pense que lorsque il y a une puissance extérieure qui arrive à faire de l'ingérence chez nous, c'est que d'une certaine manière, on souhaite cette ingérence et que nos dirigeants souhaitent cette ingérence. Je peux prendre le cas, par exemple, de différentes régions du monde qui ont été aussi sous domination et qui ont réussi à faire naître une conscience et qui ont réussi à prendre totalement leur indépendance. Effectivement, bien entendu, pour 50%, la France est imputable des problèmes que nous rencontrons. Mais à 50% aussi, nous sommes responsables des problèmes que nous avons créés et de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque, vous avez parlé tout à l'heure de mindset, il y a un manque de vision de nos élites, il y a un manque de solidarité entre Africains, il y a un manque de vision par rapport à ce que nous souhaitons et par rapport à comment la politique doit se mettre en place et par rapport à comment nous devons nous réapproprier notre indépendance. Nous en sommes là aujourd'hui parce que nos élites ont décidé de faire ami-ami avec nos geôliers. Donc, ça ne pas. Et si aujourd'hui on avait réussi à mettre en place des leaders qui avaient, comme par exemple, je veux prendre le cas du Cameroun, on avait des leaders qui souhaitaient l'indépendance du Cameroun, les Oumniobé, les Mounier, au Burkina Faso, il y avait M. Sankara. Il y a eu, dans tous les pays africains, il y a eu des leaders. Mais il y a eu aussi à côté des personnes qui ont souhaité pactiser avec je ne sais pas comment le nommer, mais en tout cas avec l'ancien colon. Donc, si jamais nos leaders n'ont pas une vision et ne souhaitent pas que nous nous affranchissions, nous n'allons jamais nous affranchir parce que la France, en réalité, ça l'arrange. C'est-à-dire la situation africaine aujourd'hui arrange la France. Mais n'oubliez pas qu'il y a des présidents qu'on a butés parce qu'ils voulaient sortir de cette emprise. Très bien, mais on les a butés parce que... Thomas Sankara, par exemple. Oui, parce que c'est Blaise Compaoré qui fait que ça arrive. On a utilisé un Africain. Oui, voilà, c'est ça le problème. Au départ d'Abidjan. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir une classe dirigeante qui est solidaire et qui ne trahisse pas le leader. Moi, je pense... Oui. Juste, en fait, moi, je voulais juste dire que, effectivement, c'est aux Africains de déterminer le narratif, d'avoir, c'est aux leaders aussi d'être des leaders intègres au service du peuple. Aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe dans la carte de l'Afrique, tout ce qui est autour de l'AES, en fait, ce discours de souveraineté, c'est un discours qui est populaire auprès de la jeunesse. C'est un discours qui peut sembler... peut-être, avec le Sénégal aussi, il y a un discours de souveraineté. Et je pense que le point commun entre tous ces dirigeants, c'est des jeunes, et c'est des jeunes qui sont éclairés. Et je pense de ça que l'Afrique a besoin pour en général, pour se développer. Des jeunes leaders éclairés, des leaders et de surcroît des jeunes leaders éclairés. Oui. On va poursuivre le débat. On parlait en début d'émission, justement, du lien entre la politique économique et la stabilité démocratique. Cédric, je me tourne vers vous. Oui. Quel lien, justement, vous établissez entre la stabilité politique et la performance économique du Ghana, marquée, on le rappelle, quand même par 8 ans de crise? Oui.
En fait, en règle générale, quand il y a une stabilité politique, en règle générale, il y a, quand tous les outils sont ouverts, il y a une croissance économique. Dans le cas du Ghana, le Ghana, c'est quoi? Le Ghana, c'est le premier producteur d'or au monde, déjà, il faut le souligner. Le deuxième producteur de cacao, derrière la Côte d'Ivoire. Et aussi, en fait, il y a du pétrole au Ghana depuis 2010. Et donc, avec toute cette richesse et aussi, en fait, une stabilité politique, effectivement, pendant des années, en fait, le Ghana a connu une croissance économique très forte. Malheureusement, ces 10 dernières années, enfin 8 ou 10 dernières années, le CEDI a été dévalué pour différentes raisons. Le Ghana est en récession, on va dire entre guillemets. Il y a une forte inflation de 50% en 2022 à 20%, à 54%, de 54% en 2022 à 20% aujourd'hui. En général, quand il y a une stabilité politique, effectivement, il y a une croissance économique. Maintenant, il faut avoir les hommes et les outils pour le faire. Et je pense que c'est ce qui a péché au Ghana. Maintenant, pour l'alternance politique, dans le sens, quand il n'y a pas une alternance politique, dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'il y a une instabilité politique, il y a une chose qui a comme conséquence, c'est seulement de confiance des investisseurs. Quand les investisseurs regardent un pays sur une carte et se disent que, ok, d'accord, dans ce pays, il y a à chaque fois des coups d'État ou bien il y a une instabilité politique, ça ne donne pas envie d'investir, de mettre de l'argent. Voilà à peu près ce que je pourrais dire sur tout ce qui est en fait investissement et économique par rapport en fait au Ghana. Frédéric Tchungui, vous vouliez réagir? Oui. Alors moi d'abord, je tiens à tirer mon chapeau au peuple ghanéen dans le sens où, en général, sortir d'une crise économique comme ils l'ont connue et pouvoir mettre en place le jeu démocratique de manière impartiale et démocratique, déjà en Afrique centrale et de l'Ouest, même dans le monde de manière générale, c'est déjà très intéressant. C'est déjà très bien, ça prouve la maturité en réalité du peuple et la confiance dans laquelle ils ont, la confiance dans leurs institutions, à quel point elle est importante. Ça, il faut d'abord le mentionner. Deuxièmement, effectivement, pour parler dans un point de vue économique, la seule manière d'avoir une alternance politique qui est sereine et qui se passe dans les meilleures conditions, c'est d'avoir une base économique solide. Bon, ce n'est pas le cas du Ghana aujourd'hui, mais le Ghana, sa crise économique a démarré il n'y a pas très longtemps. Donc on voit que les impulsions politiques qui ont été mises en place, les politiques qui ont été mises en place à l'époque, ont porté leurs fruits, même si aujourd'hui ils sont arrivés dans une situation où peut-être ils doivent renouveler leur manière de fonctionner. C'est tout un questionnement économique, une vision économique qui doivent peut-être changer ou bien qui doivent améliorer. Mais on voit qu'ils ont déjà la maturité nécessaire pour maintenir leur politique au pouvoir, pour pouvoir avoir une vision, un nouveau souffle. Deuxième chose, pour transposer cela à l'Afrique centrale, parce que on est aussi sur ce sujet-là, la stabilité économique en Afrique centrale, en réalité, va nous permettre d'avoir un jeu démocratique qui sera démocratique. Ce que je veux dire par là, c'est que tant qu'on on ne va pas donner la possibilité à chacun de pouvoir créer de la valeur. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de tous les concours qu'il y a, par exemple, dans la fonction publique, qui sont toujours remportés par les mêmes, en réalité, en général par les enfants, pour caricaturer, par les enfants de ceux qui dirigent. On aura toujours de l'instabilité politique dans le sens où le pouvoir va se reproduire. Les richesses vont se reproduire. On aura toujours les mêmes qui auront toujours les richesses. Et en réalité, l'économie ne va pas se diversifier. On aura une frange de la population, on va dire 1 à 2% qui vivront plus ou moins convenablement. Et on aura 98 à 97% de la population qui vivra mal. Donc on a besoin d'avoir une vision économique forte de nos dirigeants, mais une ouverture surtout de cette économie-là à l'ensemble. C'est pour ça que moi je parle de l'importance de créer une classe moyenne chez nous en Afrique, qui est capable de consommer, qui est capable de produire aussi, et qui est capable en réalité de s'autodéterminer, parce que c'est ça la politique. La politique, c'est la possibilité pour un pays de s'autodéterminer. Il faut quand même préciser, il faut relativiser. Même quand on parlait de la corruption qui nuit à l'économie au Ghana, mais la corruption au Ghana n'est pas endémique comme dans les autres pays, comme le voisin au Nigeria, au Cameroun ou au Gabon, c'est pas la même chose. Donc, je suis persuadé qu'il y aura un redressement rapide avec la volonté du nouveau président qui connaît déjà les leviers économiques du pays pour avoir servi. Et
Quelles leçons justement on peut tirer du Ghana pour les autres pays africains? La leçon, c'est de s'inspirer. L'intelligence, c'est un fruit qui se ramasse chez le voisin, madame. Frédéric Tchoungui parlait par exemple de vision économique, d'ouverture vers les autres pays, mais aussi l'éveil de la population. Qu'est-ce qu'on peut tirer justement? Non, c'est un travail à faire au niveau des couches sociales, au niveau de la jeunesse d'abord. Parce que tout le monde aspire. Vous voyez déjà, quelqu'un sort médecin, lorsqu'il rentre au pays, il n'a pas envie d'exercer dans la médecine. Il a été en Chine, par exemple, il a fait 8 ans en Chine. Au lieu d'exercer le métier qu'il a pris, tout de suite, quand il arrive au Gabon, ou au Cameroun, ou au Congo, il va se lancer dans la politique parce qu'on s'enrichit plus rapidement là-bas. Mais pas par des mécanismes honnêtes, mais dans la corruption, dans le détournement des fonds. Donc là aussi, il faut d'abord travailler. Il faut qu'on ait un mental qui soit le terreau de ces changements. Mais c'est un travail qui doit être fait par l'éducation civique. Aujourd'hui, on a remarqué qu'en Afrique centrale, notamment, l'éducation civique a foutu le camp. Et même au niveau de l'école, on enseigne plus tout ça aux enfants. Donc il faut travailler. Madame, je vais vous prendre un exemple. Lorsque moi j'étais à l'école primaire, vous savez, on nous enseignait les valeurs de probité morale. C'était quoi? Il y avait le symbole, je ne sais pas si ça existait chez vous, mais le symbole, quelqu'un qui, pour nous obliger à parler la langue française, qu'est-ce qu'on faisait? On disait, il n'y avait pas le crâne du singe, qu'on venait te faire porter si tu parlais la langue, c'est pour t'inciter à parler le français. Et à partir du CP2, C1, C2, c'était une pièce d'argent, 100 francs, qu'on te remettait si tu parlais. Mais c'était quoi? Pour te préparer à gérer la chose d'autrui. Si tu dépensais, il y a des gens qui étaient tentés d'aller acheter les beignets avec cet argent, mais tu étais puni sévèrement. Qu'est-ce qu'on voulait faire passer comme valeur? C'est la valeur de probité morale, que ce n'est pas ton argent, tu ne dois pas dépenser ça. Donc il peut y avoir des mesures coercitives qu'on peut ramener pour éduquer les enfants à la base. Parce que les enfants retiennent plus ce qui est mauvais. Donc il faut éduquer les enfants depuis le bas âge pour la gestion des affaires. Je suis d'accord avec lui. Prévoir déjà des cours politiques, même au niveau du lycée. Pour que les gens soient... La gestion de la chose publique, c'est très important. Il faut qu'on le fasse dès même le lycée, dès le collège, dès la 6e, pour qu'on ait une nouvelle classe de gestionnaires, des personnes qui viendront déjà avec des bases, des valeurs morales solides, pas des connaissances fragiles qui peuvent se détruire au moindre vent de la corruption. Donc ça, c'est très important, c'est ce qu'il faut faire, qu'il faut transposer. Et moi, je crois quand même que là, nous avons une leçon. Il disait tout à l'heure du Sénégal. Le Sénégal, c'est une bonne leçon. Vous avez vu, c'est une grande leçon. Il y a 2 laboratoires démocratiques. On oublie un autre petit laboratoire qui est caché. C'est le Cap-Vert. Vous voyez la tendance au Cap-Vert? On n'en parle pas, c'est un pays qui ne fait pas de bruit. Mais ça se passe en douce. On vote le matin, à 18h, on connaît déjà celui qui a gagné. Et le perdant félicite le gagnant. Mais ça aussi, c'est au niveau des valeurs. Merci Jonas Moulenda pour votre analyse. On arrive déjà au terme de l'émission. Frédéric Tchoungui, merci d'avoir été parmi nous. Cédric Amjeu, merci également pour votre analyse pertinente. C'est déjà la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi, d'être fidèle à Vox Live. On se retrouve pour un prochain numéro très vite.